Bonjour Stéphane Braunschweig. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois puisqu'on a eu la chance de vous rencontrer à plusieurs reprises pour des bords de plateau après vos pièces de théâtre à l'Odéon. Et c'est toujours un grand plaisir car voilà, nous pensons que votre travail entre en résonance vraiment avec nos questions comme psychanalyste. Donc je voulais dire quelques mots pour vous présenter. Vous êtes metteur en scène, vous êtes scénographe et vous avez été donc directeur du théâtre de l'Odéon depuis 2016. Et puis récemment, vous avez démissionné de votre poste de directeur. Auparavant, vous avez également été directeur du CDN d'Orléans, du Théâtre national de Strasbourg et du Théâtre national de la Colline. Vous avez mis en scène de nombreuses pièces, et notamment d'auteurs étrangers, donc des auteurs allemands, anglais, italiens, norvégiens, russes et un français. Donc on peut citer Brecht, Shakespeare, Ibsen, Pirandello, Tchekhov, Molière et beaucoup d'autres. Donc, et vous avez également réalisé de nombreuses mises en scène d'opéra et je crois que vous allez continuer aussi voilà, dans le futur de ce côté-là. Et puis vous vous êtes attelé aussi à des mises en scène plus contemporaines, d'auteurs contemporains, notamment vous entretenez un compagnonnage artistique avec Arne Ligre, qui est un auteur norvégien. Donc vous traduisez les pièces et vous nous les faites découvrir en France. Voilà, on avait vu il y a quelque temps Jour de joie, on avait d'ailleurs animé une rencontre après ce spectacle. Donc ma première question, ce serait de savoir un petit peu en tant que metteur en scène et directeur de l'Odéon, quelle a été votre ambition théâtrale ces dernières années et est-ce que votre vision a changé ? Alors, ma vision, je l'espère, change tous les jours, dans le sens où, quand on est metteur en scène, en fait, on est enfin, moi je me considère comme un interprète, à la différence de certains metteurs en scène qui vont écrire eux-mêmes leurs pièces ou vont mettre ce qu'on appelle en scène des écritures de plateau, c'est-à-dire des écritures qui se font dans le cours des répétitions. Moi je suis classiquement un metteur en scène de texte, donc je prends des pièces et puis je les mets en scène et donc je les interprète. Et c'est une chance en fait, parce qu'en fait, quand on est interprète, bien, ce qui nous renouvelle, c'est chaque pièce en fait. Chaque pièce permet de porter un nouveau regard, alors sur un auteur, sur une pièce, mais aussi sur le monde, puisque finalement notre métier est un métier qui fait le pont. Nous faisons le pont entre un texte, quelle que soit l'époque dans laquelle il a été écrit, et puis notre présent. Donc voilà, je dirais que ça évolue tout le temps. Par exemple, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, La Mouette, je l'ai monté déjà il y a 25 ans. Donc je remonte une pièce de manière tout à fait différente de ce que c'était il y a 25 ans. Et ça prouve bien que, et soi-même comme personne humaine, avec son expérience, sa vie, et puis le monde autour, ça transforme le regard et ça transforme l'interprétation. Au Théâtre de l'Odéon, depuis 8 ans, j'ai monté effectivement pas mal de pièces du répertoire. J'ai monté 2 pièces de Racine, une pièce de Molière, une pièce de Shakespeare, 2 pièces de Arne Ligre, donc cet auteur norvégien dont vous parliez, qui est pour moi un auteur très important aujourd'hui. J'ai monté aussi une pièce de Pirandello, et puis 2 pièces de Tchekhov. Voilà, donc je parcours, disons,
toujours un peu le même répertoire, parce que j'ai une tendance à être un peu obsessionnel, ou en tout cas à vouloir approfondir. Quand j'aime un auteur, j'aime bien aller approfondir, et donc souvent je monte plusieurs fois les mêmes auteurs en allant chercher des pièces différentes. Alors quand c'est Tchekhov, il est mort jeune et il a écrit relativement peu de pièces, donc c'est pour ça que je les remonte. Et puis voilà, mon idée est toujours, alors ça on va dire que c'est une sorte de constante d'essayer de dialoguer avec ces auteurs, et puis en même temps de faire résonner les textes dans le présent, donc dans le monde contemporain. Ça, c'est particulièrement important chez vous, c'est cette façon que vous avez d'attraper un texte ancien et de le mettre en connexion avec une actualité brûlante. Je pense par exemple quand vous aviez fait l'école des femmes autour de la question MeToo, c'était quand même quelque chose qui venait là. Je pense aussi à cette pièce remarquable d'Arnélic qui était Nous pour un moment, qui parle des relations liquides, de l'amour liquide. Vous aviez vous-même évoqué ça, c'est-à-dire ces relations qui marquent le monde contemporain, c'est-à-dire des liens qui se défont. Enfin, voilà, on pourrait dire que toutes les pièces depuis 10 ans que je viens voir peuvent être lues comme ça en écho avec quelque chose qui est de l'actualité. Alors, moi j'aurais une première question, c'est une question qui nous concerne en tant qu'analyste, c'est ce que Lacan a identifié comme le réel, c'est-à-dire ce que le langage rate à dire et qui est quelque chose qui est au centre de l'expérience analytique à travers les pulsions, à travers le trauma. Voilà. Et je pense que le théâtre contemporain est particulièrement considéré, interrogé par cette question, mais vous avez une position particulière sur ça. Donc je voudrais vous poser la question, sachant que un certain nombre de metteurs en scène tout à fait talentueux, je pense, ce réel le rate parce qu'ils veulent le faire présenter, ils le rendent présent sur scène. Je pense notamment à la question de la nudité, qui est particulièrement utilisée aujourd'hui. Je pense aussi, par exemple, une pièce de 6 heures où j'étais allé, où on remet des bouchons d'oreilles à l'entrée pour rendre présent le bruit, la pulsion vocale, le hurlement, donc vraiment quelque chose qui est au-delà de la parole. Et le problème, c'est que je trouve que certains de ces metteurs en scène redoublent le côté traumatique et ne l'abordent pas, comme je pense que vous le faites. Donc je voudrais avoir votre avis. C'est-à-dire vous, avec ce que nous on essaye de faire en tant qu'analyste quand on parle des cas, c'est une certaine pudeur. Donc je voudrais avoir votre avis sur ça, parce que je pense qu'en même temps, voilà, il y a, je pourrais citer des éléments de vos mises en scène où vous rendez présent ce réel, mais de façon non traumatique, enfin, voilà, avec un certain voile. Mmh. Voilà. Ouais, c'est une question large, on va dire. Comment dire? Alors, il y a peut-être, il y a de toute façon chez moi une forme de pudeur. Enfin, c'est peut-être une question de caractère ou d'être au monde. Donc, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui suis très démonstratif, ni dans mes spectacles, ni dans ma vie. Ce qui me semble très important, c'est que, bon, quand on prend un texte de théâtre, encore une fois, je suis un interprète de textes de théâtre. J'ai d'ailleurs monté pratiquement aucune adaptation de roman, donc je pars de textes qui sont d'emblée des dialogues, des gens qui parlent. Alors, comme dans la vie, les gens qui parlent, ils parlent, enfin, la parole est de l'ordre du conscient. Donc, les gens savent à peu près ce qu'ils disent, mais évidemment, ils ne savent pas tout de ce qu'ils disent, puisque l'inconscient travaille aussi la parole consciente, bien évidemment, soit sous forme
d'irruption de l'inconscient dans la parole consciente, soit sous forme de refoulement et de masquage, on va dire de masquage à travers la parole consciente d'autres zones. Quand je travaille sur ce genre de texte, évidemment, je vais être très sensible à tout ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit n'est pas nécessairement ce qu'on appelle le sous-texte, parce que le sous-texte, c'est une notion, disons, de psychologie ancienne, finalement, de dire « ah, on dit ça pour dire autre chose » ou on laisse entendre autre chose, mais au fond ce sous-texte, il est souvent... Enfin, ce qu'on appelle le sous-texte, en fait, ça reste plutôt de l'ordre du conscient. Et donc, je vais plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui va être de l'ordre de l'inconscient dans la parole ou dans le comportement des personnages, des situations. Mais le problème, c'est que si on le fait apparaître, c'est-à-dire si on met en scène directement cet inconscient, on risque de perdre ce qui se passe au niveau conscient. C'est-à-dire que tout d'un coup, la parole va perdre son sens littéral ou son sens immédiat. Donc, et puis, il se pose aussi la question dans le travail avec l'acteur, parce que l'acteur ou l'actrice doit pouvoir jouer, je dirais, le premier degré, le sens immédiat et littéral, sans être trop non plus perturbé par ce qui vient d'ailleurs, on va dire. Et donc, j'essaye d'explorer ces zones-là, mais en continuant quand même à me situer au niveau conscient. Ce qui permet peut-être de faire apparaître ce que j'appelle, moi, des zones d'opacité, sachant que je suis un metteur en scène qui cherche toujours la clarté. Donc la clarté, c'est quoi? La clarté, c'est quand ce qui est dit est clair. En plus, au théâtre, on a ce n'est pas la même chose que quand on lit un livre, puisque quand on lit un livre, on peut toujours relire, ce qui n'est pas le cas au théâtre. Hein. Le train ne passe qu'une fois. On peut bien sûr retourner voir un spectacle, mais c'est encore pas la même chose. Le train passe qu'une fois, donc il faut que le spectateur ait une compréhension immédiate de ce qui se passe sur scène. Quand il n'a pas de compréhension immédiate, on va vite vers l'ennui. Et s'il y a quelque chose que je déteste au théâtre, c'est bien l'ennui. Donc, pour ne pas s'ennuyer, il faut qu'il y ait un partage d'une compréhension immédiate pour tous. Et ça, c'est la recherche de clarté. Mais dans cette recherche de clarté, on va aussi avoir une recherche d'opacité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut, pour tel ou tel personnage, constituer, disons, des points aveugles, des angles morts, et donc des zones d'opacité à soi-même. Et ce que j'essaye de faire, c'est de faire sentir au public ces zones-là, dont le personnage lui-même n'a pas forcément conscience, puisque c'est justement un angle mort. Donc ça, c'est une grande partie du travail, ce qui permet effectivement peut-être de faire sentir au public des zones d'opacité, sans pour autant les représenter ou les clarifier, parce que ça reste opaque. Donc ce qui est plus important pour moi, c'est moins d'aller expliquer par je ne sais pas, une interprétation justement qui serait clairement psychanalytique, ce qui peut aller d'un trauma à une situation concrète, mais de faire sentir qu'il y a de l'impalpable ou
des choses qui échappent finalement au dialogue dans ce qu'il a de conscient. Je trouve que c'est très parlant, notamment à travers votre scénographie, parce que donc là, dans les dernières pièces que j'ai vues, à chaque fois, c'est vraiment un décor très nu. Voilà, le plateau très, très simple, avec un élément, par exemple, pour la pièce de la mouette, c'est ce lac séché. Auparavant, Andromaque, cette flaque de sang. Dans Jour de joie, c'était les feuilles mortes. Donc il y a un élément qui est une sorte d'interprétation, ou en tout cas un élément comme ça visible. Dans Andromaque, on les voyait qui tombaient dans le sang, enfin ça poissait, ça leur collait dessus comme ça, c'était magnifique. Et je trouvais que ce contraste entre quelque chose de très dénudé, même dans le jeu aussi des acteurs finalement, où ils ne bougent pas beaucoup, c'est pas des grands... et en même temps, dans la manière de dire le texte, au plus près, de le faire entendre. Alors, je pense que vous avez recours à des micros, donc parfois, et donc ce contraste fait que je trouvais que ça mettait tout à fait l'accent sur l'opacité, puisque on est centré sur ce qui se passe entre les personnages et la complexité finalement sur ce plateau très nu, la complexité de ce qui les anime. Donc Oui, alors d'abord c'est vrai que j'ai, disons, une esthétique assez minimaliste, donc il y a peu de choses sur le plateau. Disons que c'est très important pour moi que les acteurs soient assez à nu, on va dire, assez exposés. Et j'essaie de trouver des espaces qui vont être des écrins pour la parole, mais qui sont aussi on va dire, enfin surtout les derniers spectacles, ce sont des sols. La mouette, c'est un sol, c'est un lac asséché. Andromaque, c'est une flaque de sang. Vous parliez des feuilles mortes dans Jour de joie. C'est à chaque fois des sols. Il faut prendre le sol d'une manière concrète. Enfin, c'est le sol du théâtre, mais c'est aussi des sols d'existence finalement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sols? C'est-à-dire, c'est aussi des métaphores. Si on prend Andromaque, c'est vrai que c'est une pièce qui est très très souvent lue comme une pièce sur l'amour impossible, sur une chaîne amoureuse qui est une chaîne d'amour impossible. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans la tradition de cette pièce, comme ça, d'inspiration baroque, finalement, on a toujours beaucoup insisté sur cette chaîne d'amour impossible, et la guerre de Troie était considérée plutôt comme une sorte de toile de fond, et moi j'ai considéré que la guerre de Troie c'était le sol, c'est-à-dire que c'est pas juste un décoratif comme une toile de fond, mais c'est fondateur comme un sol. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces personnages, finalement, Andromaque, ça se passe donc juste à la fin de la guerre de Troie. On est dans une situation où la guerre de Troie a eu lieu et une deuxième guerre de Troie peut arriver, c'est-à-dire qu'on est dans une situation entre la fin d'une guerre et une nouvelle guerre de Troie possible. Et donc ce contexte guerrier est le contexte traumatique de la pièce. Tous les personnages ont vécu cette guerre de Troie de manière différente. Hermione et Andromaque n'ont pas vécu la même chose, mais tous, ils sont, leur histoire et leur vie est marquée par
les traumatismes que constitue cette guerre de Troie, qui était quand même, si on lit, qu'on lise Homère ou qu'on lise Racine, on voit très bien que c'était quand même quelque chose d'absolument épouvantable, avec une violence absolument incroyable. Et donc, je me suis dit, finalement, ce sont ces traumatismes qui créent un certain type de relation amoureuse. Et donc, ce n'est pas une sorte de regard sur le fonctionnement de l'amour en général, mais un regard porté sur cette chaîne amoureuse, mais dans un contexte post-traumatique, en fait. Et effectivement, le moyen pour moi, de rendre sensible, sans l'expliquer, simplement en le rendant sensible, c'était de les faire marcher dans une flaque de sang, et avec cette chose que les acteurs ou les personnages marchaient là-dedans avec un peu d'inconscience. C'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas en permanence à dire « Ah, mais dans quoi je marche ?» C'était comme si c'était là. Voilà. C'est là et on joue dedans. C'est-à-dire, et donc ça met évidemment en perspective ce qu'ils peuvent dire, agir avec ce sol traumatique. Dans la Mouette, on a quelque chose qui est un peu du même style, même si c'est un peu différent aussi. Donc le lac asséché, on va dire que c'est la vision que le fils d'Arcadina, donc ce jeune auteur, Constantin Trepleff, va avoir du monde, enfin une vision apocalyptique, presque collapsologique, et il est comme c'est un artiste, alors il fait ça sous une forme de pièce de théâtre, mais il y a un petit côté lanceur d'alerte en fait chez ce personnage, et eh bien, les autres personnages vont recevoir cette pièce de théâtre soit en l'acceptant, soit en la rejetant, mais ça devient le fond, le sol de toute cette histoire, de toute cette pièce de Tchekhov, en tout cas dans cette mise en scène, parce que en général, on joue la pièce de Trepleff est un petit élément de la pièce de Tchekhov, et le décor de la pièce de Trepleff, normalement, c'est une petite estrade située devant un magnifique lac. Donc, on va dire que le discours, disons, apocalyptique, visionnaire de Trepleff n'est qu'un élément qui vient faire un peu tâche dans la pièce de Tchekhov, alors que là, c'est renversé, puisqu'on va jouer la pièce de Tchekhov dans la scénographie de la pièce de Trepleff, donc qui occupe tout le plateau, et donc ça change beaucoup le regard qu'on a, puisque finalement, ça devient le sol de tout ce qui se passe pour les personnages. Donc effectivement, on renverse le point de vue, et j'ai renversé ce qu'on fait habituellement, et je crois que ça permet d'entendre la pièce autrement et d'y porter une attention d'aujourd'hui. Ça, c'est particulièrement en résonance avec la psychanalyse, c'est le rêve dans le rêve. Vous savez, on peut rêver qu'on est en train de rêver, et l'idée, c'est que c'est le plus réel de l'expérience qui est du rêve dans le rêve. Donc je trouve que ça paraît particulièrement en résonance avec ce que vous venez de dire, d'avoir renversé la perspective pour faire accéder au plus réel de l'expérience. Enfin, d'ailleurs, il y a un moment où, quand il tue la mouette, à ce moment-là, il y a, je peux dévoiler, il y a plein de mouettes qui tombent. On a l'impression que c'est vraiment le réel là qui tombe sur la tête, avec toutes ces, comme une vision de fin du monde et du fléau qui s'abat. Enfin, c'est vraiment
le réel qui fait irruption, comme dans le rêve. Hein. C'est vraiment très, je trouve que c'est l'autre scène du cauchemar, quoi. Oui, c'est vrai. Alors peut-être une autre question aussi sur un thème qui nous est cher, c'est la dialectique entre tragédie et comédie. Lacan, quand il a parlé de la psychanalyse et de l'éthique de la psychanalyse au début des années 60, il met en avant l'expérience, la dimension tragique de l'expérience analytique, ce qui venait en opposition avec une certaine trivialité de l'idée de la cure, qui, quand on avait fini chez les post-freudiens, c'était une vie sans histoire, c'est dit comme ça. Donc évidemment, lui s'était opposé à ça. À la fin de son enseignement, il renverse les choses en accentuant la dimension comique de l'expérience analytique, enfin, de la dimension de comédie de la vie, et il va même jusqu'à dire de Freud, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller chercher Oedipe pour rendre compte de l'expérience analytique, ce qui est évidemment un sacré renversement. Donc, en écho à ça, peut-être vous pourriez nous dire, vous, comment vous situez les deux aujourd'hui dans votre travail. Est-ce qu'il y a des articulations? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous traitez nécessairement en opposition? Voilà. Disons que je monte des pièces souvent très sombres, mais quand même aussi très souvent des pièces où il y a une dimension d'humour. En tout cas, des auteurs qui ont une forme d'humour. Tchekhov, le premier. Oui, il disait que c'était des comédies d'ailleurs, Tchekhov, quand il parlait de la mouette. Voilà. Mais bon, enfin, une comédie qui finit par le suicide d'un jeune homme, voilà, c'est pas, on peut pas dire que ce soit, voilà, c'est des comédies quand même très particulières. Donc il y a une dimension très sombre, voire chez Tchekhov assez pessimiste en fait. Mais par rapport à ce pessimisme, je dirais qu'il n'y a pas de cynisme. Parce que le cynisme, c'est quand finalement, advienne que pourra, enfin, et puis on ne fait plus rien, et puis on ne se soigne pas. donc je pense, et lui d'ailleurs était médecin, il ne faut jamais oublier, Tchekhov c'était un médecin de formation, et il a été médecin jusqu'à la fin de sa vie, même en parallèle de son écriture. Donc c'est quelqu'un qui voulait quand même agir sur la maladie. Alors, peut-être que comme médecin, il agissait sur la maladie physique, et que comme auteur, il agissait aussi sur la maladie psychique. Et certains de ces personnages sont quand même visiblement assez malades. Et je crois que l'humour chez lui est un moteur de compréhension du monde, en fait. Et c'est quelque chose que je peux partager, c'est-à-dire qu'on face à une situation tragique, l'humour, c'est aussi une manière de faire face à cette situation et de ne pas prendre complètement le tragique. Et d'ailleurs, quand on pense aux pièces grecques, moi j'ai toujours pensé que les tragédies grecques, ce sont souvent des pièces qui nous aident à sortir du tragique. Bien sûr, il y a des apories, il y a des choses qui ont l'air complètement bloquées, et elles le sont, mais la tragédie, à travers ce qu'on appelait la catharsis, peut-être n'agit pas pour les personnages, mais agit pour le spectateur. Donc le spectateur, à travers la catharsis, va peut-être arriver à dépasser, ou soit par la sublimation, soit par une forme tout simplement de lucidité, le tragique lui-même. Donc évidemment, dans le théâtre, pour moi, il y a toujours cette double dimension, en fait, à la fois affronter le tragique de l'existence, et en même temps essayer de tenir debout, et pour tenir debout, et pas s'enfoncer ni dans la dépression, ni dans l'impuissance, ni dans l'incapacité, ni dans l'immobilité finalement. Donc voilà, le théâtre pour moi, c'est quand même donner
aux spectateurs la possibilité d'affronter le tragique. Et aussi en faisant du théâtre, puisqu'on voit que Nina, à la fin de La Mouette, elle dit « Je suis une mouette ». Non. Je suis une actrice. Je suis une actrice et elle y va. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire dans La Mouette, en tout cas, qui est une pièce où il y a finalement deux jeunes gens qui vont avoir des destins, qui partent du même rêve, faire du théâtre ensemble. Un jeune auteur et une jeune actrice, c'est une sorte de couple construit autour de ce projet artistique. Et puis à la fin, il y en a un qui se suicide et l'autre qui part travailler à Yelets. Alors Yelets, c'est une petite ville, elle va peut-être pas faire comme elle en a bien conscience une carrière de grande actrice, mais au moins elle travaille. Enfin, oui, et il y a quelque chose du côté de son désir qui ne cède pas. Qui ne cède pas, qui ne cède pas, et ce personnage dont on nous dit qu'elle morfle sérieusement, enfin, maltraitée par son amant Trigorine, elle perd un enfant, ses rêves de théâtre se sont quand même bien cassé la figure, et pourtant elle tient encore debout. Donc, enfin, je crois que c'était intéressant de montrer justement qu'il y a chez cette jeune femme une capacité de résilience qu'on ne retrouve pas tout à fait chez l'autre personnage. Alors, ça tient à quoi? Être une femme, être un homme, être le fils de Arkadina, ou enfin, on ne sait pas à quoi ça tient, mais ça permet de montrer, en tout cas chez Tchekhov, que les gens ont des destins divers. Oui, ça donne aussi une idée de la fonction du théâtre et de la culture dans notre monde, là où elle est tellement attaquée. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert en tout cas enfin, le théâtre, moi je pense que c'est très utile en fait. C'est utile. Alors ça ne produit rien de concret, peut-être rien de tangible, mais ça ouvre les yeux aussi, ça permet aux gens de prendre le temps de regarder d'autres êtres humains et de les regarder avec une acuité qui n'est pas tout à fait celle qu'on a dans la vie en fait, parce que justement c'est un auteur, c'est des acteurs, c'est donc vous parliez du réel, le réel il apparaît avec la réalité, il est soudé avec elle. Et peut-être vous pourriez me dire un mot sur l'après-Odéon. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Alors, vous disiez que j'ai démissionné. Non, j'ai pas démissionné, j'ai simplement décidé, après mon deuxième mandat, de ne pas continuer pour un troisième mandat, qu'on ne m'avait d'ailleurs pas encore accordé. Hein, donc, j'ai juste pris la décision de ne plus solliciter le troisième mandat. Bon, il y avait des raisons tout à fait de type politique et économique, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est devenu assez difficile de faire fonctionner ces maisons et de trouver, parce que les budgets, enfin suite à la très forte inflation qu'on a eue ces dernières années, ça fait que la marge artistique, l'argent disponible pour monter des spectacles, c'est vraiment réduit comme peau de chagrin. Et que ces maisons permettent, les subventions qui sont importantes, permettent de payer le fonctionnement de la maison, mais pas de faire les spectacles. Donc c'était un petit peu une manière de faire sonner le signal d'alarme. Puis après, voilà, j'ai dirigé pendant presque 30 ans des théâtres, et je pense que c'est à un moment donné bien de pouvoir se recentrer sur le travail artistique.
Alors, quelles sont vos idées pour l'après, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en projet? D'abord, je vais monter j'ai plusieurs projets d'opéra à l'étranger, notamment une flûte enchantée à Stockholm et puis un opéra de Cimarosa à Naples. Et puis j'ai un projet d'une petite pièce d'Arne Ligre toujours, donc je vais continuer ce compagnonnage, mais ça c'est à l'horizon 2026. Et après je réfléchis à un projet assez ambitieux, enfin j'espère arriver à le monter, justement autour de Deep. Donc voilà. J'aimerais bien faire un projet qui serait autour de Deep et d'Antigone, c'est-à-dire de faire Deep Roi, Deep Apollon et Antigone dans une sorte de même soirée pour avoir toute cette histoire des Labdacides. Ce sera tout à fait passionnant. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez quels auteurs, quels metteurs en scène contemporains vous inspirent et vous... Les metteurs en scène actuellement, et quels auteurs, je veux dire, vous êtes beaucoup sur des grands textes, des textes classiques, mais je pense que vous vous intéressez beaucoup aussi en tant que directeur de théâtre et vous-même peut-être comme spectateur. Dans les programmations actuelles, je trouve qu'il y a toute une nouvelle génération de metteurs en scène, mais qui sont, alors pour le coup, un peu plus du côté de l'écriture de plateau et de l'adaptation de romans qui sont vraiment très intéressants, que ce soit Caroline Guillet-Nguyen qui vient de faire un magnifique spectacle qui s'appelle Lacrima, qui passe aussi à l'Odéon, Julien Gosselin qui après ma succession est un metteur en scène extrêmement intéressant aussi. Il y en a beaucoup. Après, je crois que le théâtre contemporain, il est vraiment, beaucoup lié à ces metteurs en scène qui sont un peu plus auteurs que moi je ne le suis. Oui, et aussi avec des performances, oui, ça c'est encore une autre dimension. Des spectacles où le corps est mis en jeu, voire... Oui, ça c'est encore une autre dimension. Un théâtre qui... En fait, je pense que la réalité contemporaine est tellement, tellement distanciée, médiée par les images, les réseaux sociaux, etc., qu'il y a une recherche au théâtre d'une expérience réelle, en fait, d'une expérience... Et d'où le besoin de faire des spectacles assez performatifs qui mettent en jeu, par exemple, le spectacle de Carolina Bianchi où elle prenait elle-même la drogue du violeur sur scène. Enfin, c'est très, très, très saisissant. Ou de Angelica Lidl qui se... Oui, mais bon, Bianchi, ça va encore plus loin, je dirais. Alors, mais bon, c'est des expériences un peu limites, mais qui permettent de redonner, en fait, ou de chercher dans le théâtre peut-être des expériences qui prennent le contre-pied de ce qu'on vit à travers cette médiation permanente. Oui, je crois que c'est évidemment très, très intéressant. Après, le problème, c'est... je trouve aussi que quand on fait du théâtre type, du type de ce que je fais, c'est-à-dire de l'interprétation, c'est aussi intéressant parce que on a besoin de comprendre que tout est d'interprétation, en fait. Et que voilà, qu'il faut prendre, on ne peut pas prendre les choses que dans leur nature brute. Et il faut aussi que ça se
que ça se parle et qu'on travaille sur les possibilités d'interprétation de tout événement. Tout est interprétation, mais moi ce qui me semble dans votre travail, c'est que votre propre subjectivité, la manière dont vous la mettez pas au premier plan. C'est-à-dire que, évidemment, ça traverse votre travail, mais c'est pas ça, c'est pas vos propres, comment dire, vous mettez pas en scène quelque chose vraiment de vous. Vous essayez plutôt d'interpréter ou de rendre compte d'un texte. Il me semble que vous êtes plutôt en retrait et pas par. Ça, à l'extrême, c'est le type d'expérience dont on a parlé de performance. Mais oui, non, mais c'est sûr que je ne me mets pas en avant en même temps. On n'y échappe, on n'échappe pas à cette subjectivité. En fait, c'est aussi quand je mets en scène des personnages, des situations, je le fais avec mon regard en fait sur ça. On peut pas. Avec votre regard, mais sans que ça vienne faire, sans que ça prenne le pas ou que ça vienne faire écran au texte. Oui, parce que j'essaie quand même. En fait, il faut quand même chercher. Alors, c'est pas chercher. Enfin, il y a toujours un équilibre à trouver entre l'objectivité et la subjectivité. C'est-à-dire que y compris quand on interprète un texte, il y a des interprétations qui sont clairement des contresens. Le contresens, ça existe. Ça veut dire qu'il y a des choses. Donc, à partir de toutes les interprétations ne sont pas pertinentes. Il y a des interprétations qui sont pertinentes et d'autres qui sont simplement des contresens. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une forme d'objectivité, une objectivité du texte, et cette objectivité fait qu'il y a ce que moi j'appelle des marges d'interprétation. Donc l'interprète, il doit travailler à l'intérieur des marges d'interprétation, ce qui fait que dans ce cas-là, on a quand même un équilibre entre chercher une objectivité, voire une vérité. La vérité étant, je dis, au théâtre, toujours plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la justesse que d'une sorte de vérité absolue. Justesse, c'est-à-dire que ce qui est juste entre une scénographie, une équipe d'acteurs, des personnages, un texte, on cherche l'endroit juste en fait, et mon regard à l'intérieur de tout ça. Mais donc on travaille je travaille dans ce champ d'interprétation que j'appelle les marges. Voilà. Et d'ailleurs, la traduction, ne serait-ce que le choix de la traduction, c'est déjà une interprétation. Vous travaillez, par exemple, au Tchekhov avec Markovitch et François Normand. Le choix des traductions et le choix des interprètes, c'est une interprétation. Merci beaucoup, Stéphane Braunschweig. Merci à vous. Merci.